Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur débuter le pentest. Et notamment là, on va parler de la phase d'énumération. Alors, la vidéo a mis beaucoup de temps à arriver. Je crois que la dernière vidéo que j'avais tournée, c'était encore en 2022. J'ai eu du mal à m'y mettre, mais maintenant on y est. Et du coup, la vidéo arrive. Alors, on va, comme je vous l'ai dit juste avant, on va parler de l'énumération. Alors, avant, petite précision, ici, on parlera pas énormément technique, on va plus parler, on va dire, des différents aspects de l'énumération, et on va rester assez global. Je vais évidemment me baser sur le PTES, qui est un standard de pentest, qui a été mis en place par des personnes, pour avoir, on va dire, une base commune au niveau du pentest. On l'avait vu également dans les vidéos précédentes. Donc là, comme j'ai dit, ce ne sera pas énormément technique, ce sera plus du high level, mais par la suite, évidemment, il y aura des vidéos beaucoup plus techniques sur les différents outils, les différentes techniques qui seraient utilisées pour faire de la récolte d'informations, de l'énumération. Aussi, autre petite précision, ici on peut voir que c'est appelé Intelligence Gathering, donc en gros récupération d'informations, enfin de renseignements. Mais vous pourrez voir à certains endroits aussi le mot énumération, le mot reconnaissance, by information gathering, au lieu de intelligence gathering, et footprinting. Alors en fait, moi je fais pas la différence entre tous. Certaines personnes disent que par exemple l'énumération c'est pas pareil que la reconnaissance, et vous verrez dans les différentes phases de pentest, il y a personne qui est d'accord. Déjà dans les différentes phases de pentest, il n'y a pas le même nombre d'étapes. Donc on va dire que c'est pas quelque chose qui est vraiment gravé dans le marbre, c'est un peu propre à chacun et chacun voit la chose un peu comme il veut. Après les phases principales, on va dire qu'elles restent à peu près les mêmes, mais là ici vous voyez des exemples au niveau de Google. Si j'ai cherché les phases de pentest au niveau des images, on peut voir qu'ici par exemple eux ils disent que la toute première étape c'est la reconnaissance et ensuite il y a l'énumération. Moi je considère qu'en fait c'est une seule étape. Alors peut-être que eux, la reconnaissance, ils veulent dire que c'est du passif et après c'est de l'actif. Bon, je sais pas comment ils calculent leur truc. Pareil, en fonction des personnes, c'est pas du tout la même chose. Là, pareil, ils passent reconnaissance et ensuite en scanning. Eux, ils font reconnaissance, scanning et énumération. Alors que on peut voir, pour moi et dans le standard PTES, le scanning, c'est une sorte d'énumération mais active. Voilà, donc bon, on peut voir que personne n'est d'accord, chacun utilise ses propres termes, ses propres choses, et du coup, voilà. Là, je crois que ça se rapproche vraiment de ce que le PTES a mis en place. C'est-à-dire information, récupération d'informations, on modélise la menace, pour savoir quels sont les assets critiques, ce genre de choses. On récupère les vulnérabilités, on les exploite, on fait de la post-exploitation et on a un rapport. Un rapport. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui se rapproche le plus. Ça aussi, bon bref. Vous voyez un peu que du coup c'est pas gravé dans le marbre et chacun a son propre, on va dire, son propre standard, ses propres différentes phases. Et nous on va se baser du coup sur celle-là. Donc si jamais pendant la vidéo je parle d'énumération ou de reconnaissance ou d'information gathering ou de footprinting, c'est la même chose. C'est le fait de récolter des informations. Alors on verra par après qu'il y a différentes sous-phases. Il y a la partie OSINT, il y a la partie passive, la partie active, bon bref, etc. Alors, on parle de information gathering, de rémunération, tout ça, mais en gros, à quoi ça sert? Le principe de base, alors évidemment, c'est une phase très importante, même je dirais presque que c'est la plus importante, même si forcément toutes les phases ont leur importance et leur propre but. Mais ici, l'objectif, c'est de récupérer un maximum d'informations sur la cible. Et on doit être le plus exhaustif possible pour ne passer à côté de rien. Alors ici, on ne parle pas encore d'attaque, hein. C'est vraiment de la récupération d'informations. Pourquoi on fait ça? Bah, comme je vous l'ai dit, pour récupérer un maximum d'informations. Et à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à avoir une vue d'ensemble de la cible et pour pouvoir attaquer, enfin pour pouvoir par la suite savoir ce qu'on attaque. Si on veut tenter d'attaquer quelque chose dans le vide sans connaître notre cible, ça va être compliqué parce qu'on n'aura pas tous les tenants et les aboutissants par exemple des technologies ou des serveurs, des process qui sont directement intégrés à l'entreprise. Alors évidemment, quand on est en pentest, il y a toujours le problème de est-ce qu'on est en white box, en grey box ou en black box.
Là, en l'occurrence, l'intelligence gathering, c'est plus fait quand on est en black box et grey box, parce que normalement, en white box, on est censé avoir toutes les informations nécessaires au niveau de l'entreprise. Et il y a aussi un autre problème qui arrive, c'est le temps. Le temps, c'est le problème principal en pentest, c'est-à-dire que, ok, on pourrait passer 2 semaines à faire de la reconnaissance, à récupérer toutes les informations sur Internet, faire de l'osine, tout ça. Le problème, c'est que si le pentest, il dure que 5 jours, comment on fait au niveau de la récolte d'informations? Est-ce que on se met 3 jours dessus et que pendant 2 jours on attaque, on tente d'attaquer? Est-ce qu'on se met 4 jours dessus? Est-ce que une seule journée suffit? En soi, une seule journée, ça pourrait être suffisant, mais est-ce qu'on a assez d'informations pour connaître la cible, pour savoir où attaquer? Voilà. C'est vraiment un entre-deux à trouver, à choisir, pour savoir lequel est le mieux. Ça vient souvent avec l'expérience et en fonction de la cible qu'on doit attaquer. Alors la phase d'énumération n'est pas seulement au début, on pourrait croire. Alors elle l'est au début, mais pas seulement. Aussi, là vous pouvez vous demander qu'est-ce que je raconte, mais du coup, la phase d'énumération apparaît aussi une fois qu'on a exploité la cible, ou à chaque fois qu'on a découvert quelque chose de nouveau. Je m'explique. Donc on a la première phase la première phase d'énumération pour, on va dire, connaître un peu notre cible. Donc là, on découvre qu'il y a des ports ouverts, un site internet, machin et tout. Ok. Donc là, c'est vraiment notre première phase. Une fois on sait qu'il y a un site internet, on va continuer notre énumération dessus pour essayer de trouver d'autres informations qui pourraient être intéressantes. Par exemple, si derrière ça, quelles technologies sont utilisées, si on a du Apache, si on a du PHP, si on est plutôt sur un Windows, si on est sur un Linux, bon, etc. Il y a aussi le fait que, par exemple, si on réussit ensuite à exploiter au niveau du serveur web, par exemple, on arrive à se connecter en tant qu'administrateur dessus, ou en tant qu'un compte, on va dire, utilisateur normal. Une fois qu'on est connecté dessus, on va avoir accès à une autre partie qui était cachée avant, qui est l'espace authentifié. Une fois qu'on est dans l'espace authentifié, on doit continuer notre énumération. Donc voilà, c'est encore des profondeurs supplémentaires d'énumération qui nous permettent d'en connaître un peu plus sur la cible. Pareil, une fois que par exemple on a réussi à avoir un shell sur la machine, sur le serveur web, une fois qu'on a un shell, donc très souvent en 3W data, une fois qu'on est dessus, on doit refaire de l'énumération pour pouvoir voir ce qu'il y a directement sur le serveur et faire après une privilege escalation. Si on ne fait pas d'énumération, on ne peut pas savoir quel sera notre moyen d'élever nos privilèges. Une fois qu'on a par exemple élevé nos privilèges vers un autre utilisateur, on recommence la phase d'énumération et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit arrivé en tant que route. Et en l'occurrence, là, en un pentest, si c'est uniquement un serveur web, bah, on fait ça que dessus. Mais si on est en Red Team ou autre, alors Red Team c'est encore un peu différent, mais si on est dans un pentest interne, à chaque fois qu'on va réussir à péter une machine, on va refaire de l'énumération en partant de celle-là pour essayer d'avoir encore plus de machines. Donc c'est vraiment une phase donc sur les schémas, la phase elle est représentée à chaque fois au tout début, Information Gathering, mais en fait c'est tout au long de notre processus de pentest qu'on va devoir l'utiliser pour avancer. Sinon, on ne pourra pas aller plus loin vu qu'on n'aura aucune vue dessus. Alors ici, en l'occurrence, ici il nous parle de différents concepts, donc différents levels de récupération d'informations. Il y a le premier level, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui peut être totalement automatisé, donc c'est des choses très simples. On a le deuxième level qui est un peu plus compliqué et en gros, la plupart peut se faire avec des outils automatisés, mais ça demande quand même quelques besoins d'analyse au niveau manuel. Et le dernier, le level 3, on va dire c'est le plus compliqué et c'est tellement, on va dire, compliqué que ça nécessite presque totalement de l'information manuelle. On va dire qu'on va utiliser les informations du level 1 et du level 2 euh, pour avoir quelque chose de classique, on va dire avec des informations qui sont récoltées de manière automatisée. Mais ensuite, ça va être que de l'analyse manuelle. Voilà, donc là, si vous voulez lire ensuite de vous-même, vous pourrez. Donc là, on nous parle justement de qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ce n'est pas. Voilà. Donc là, on peut voir déjà qu'il nous parle de int. On en parlera ensuite par la suite. Là, c'est ce dont je vous parlais. Le temps qu'on va mettre, le temps qu'on va consacrer pour faire de l'énumération. Donc là, il l'explique bien, c'est que en fait, si un test dure 2 ou 3 mois, alors on va passer énormément de temps à rechercher des informations au niveau du cœur du business. Sinon, ben, du coup, ce sera beaucoup plus court.
Là, on a parlé de login. Alors, quand je vous parlais de passif et d'actif, là, en l'occurrence, ça rentre dedans, mais c'est encore différent. Parce qu'en fait, le passif et l'actif, c'est pas au niveau de l'énumération, c'est au niveau de l'OSINT. Donc l'OSINT, qu'est-ce que c'est? C'est Open Source Intelligence. C'est le fait de récolter des informations qui sont publiquement accessibles sur Internet. Par exemple, si jamais on trouve un mail sur un leak sur Internet, et qu'on va utiliser des outils comme par exemple Epios, qui est très connu pour faire de l'OSINT, surtout au niveau des adresses mail, alors on va pouvoir récolter par exemple des informations sur un Google Calendar de la personne, après aller sur Google Calendar, voir qu'il avait des réunions, et du coup on va pouvoir jump dessus et faire du pivot et ainsi de suite. Donc en fait en OSINT on a plusieurs sortes d'informations, enfin de récolte d'informations. Il y a la passive, où là, on ne va absolument pas interagir avec la cible, on va utiliser des outils tiers. Par exemple, comme je vous l'ai indiqué, Epios, c'est un outil qui va permettre, on lui donne une adresse mail et lui il va aller regarder sur différents services si elle existe, et si oui, il va nous retrouver les informations à propos de ce service. Donc là, c'est passif. Pourquoi? Parce qu'on n'interagit pas avec la cible. Ensuite, on a le semi-passif. Donc là, c'est que, par exemple, on doit interagir de temps en temps avec la cible. Comme par exemple, ça apparaîtrait comme un trafic normal au niveau de l'Internet. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire du brute force sur la cible ou quoi. La cible peut voir si elle fait attention qu'il y a quelqu'un qui a visité son profil ou quoi. Mais ça peut être quelqu'un d'aléatoire et c'est pas forcément ciblé. Ici, on a de l'information gathering de manière active, où là, c'est vraiment des paquets qui sont directement envoyés à la cible. Donc là, il nous parle par exemple de Nmap, qui peut être utilisé, mais en l'occurrence, en OSINT, moi, j'aurais pas mis ça là, j'aurais plus mis ça après. Active Information Gathering, au niveau de l'OSINT, j'aurais plus mis, par exemple, on va envoyer un message sur les réseaux sociaux à la cible. C'est-à-dire qu'on va directement interagir avec elle. Elle sait qu'on est une personne, elle sait qu'on interagit avec elle, et du coup, peut-être qu'on peut avoir beaucoup plus d'informations au niveau de l'actif, mais le problème, c'est que ça peut aussi griller notre couverture. Voilà, en l'occurrence, au niveau de l'OSINT, ça dépend encore de notre type de test. Si c'est du red team et qu'on doit faire du phishing et qu'on essaie de récupérer des informations, ça peut totalement compromettre le scénario, puisque si on se fait cramer et que la personne se doute qu'on est là pour récupérer des informations sur elle, ça peut totalement faire foirer le plan. Du coup, en OSINT, souvent, ce qu'on fait, c'est d'abord du passif. On essaye de récupérer toutes les informations, enfin, le plus d'informations possible directement de la cible sans interagir avec elle, donc avec différents outils, différentes ressources sur Internet. Et ensuite, on va descendre jusqu'à, si vraiment on n'a plus rien et qu'on est bloqué et qu'on ne peut pas du tout avancer, la dernière alternative, c'est directement d'aller contacter la cible pour lui demander des informations et faire, par exemple, du social engineering pour récolter, bon, pas forcément un mot de passe, mais peut-être des technologies ou ce genre de choses qui est utilisé à son travail. Ici, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais on peut voir que par exemple, il nous donne des informations au niveau physique. La localisation de l'entreprise. Donc ici, le petit L1, c'est le level 1 qu'on a vu au-dessus. On a vu tout au début, ici voilà. Level 1, level 2, level 3. Donc L1, L2, L3. Et ici, en l'occurrence, il nous montre, par exemple, on peut voir, par exemple, au premier pour le physical, la localisation. La localisation des entrepôts. Où est-ce que habite le gérant d'entreprise? Est-ce qu'il y a des enregistrements au niveau des taxes de l'entreprise? Quelles sont les time zones? Bon, etc. On peut voir les relationships, bon bref, etc. En gros, ça, on peut voir que du coup, la plupart des informations se font via Social Engineering ou via OSINT. Donc là, c'est vraiment récupérer des informations sur l'entreprise. Souvent, au niveau pentest, quand c'est du L2, L3, c'est qu'on va dire c'est beaucoup plus orienté Red Team que pentest. Quand on fait un pentest sur un site web, en plus souvent pendant la phase de pré-engagement, donc la vidéo précédente, quand on fait du pentest web classique, on va pas se mentir que le social engineering c'est très souvent pas autorisé, et du coup toute cette phase, on va dire L2 voire L3, c'est très rarement utilisé. Donc on reste vraiment sur des informations simples. Donc voilà, là il nous liste un peu tout ce qu'on pourrait faire au niveau de l'organisation électronique, donc les communications, le marketing. Là les adresses email, donc récupérer des adresses email, ce genre de choses. Ça en vrai, c'est du L1, ça se fait assez souvent, on va dire, au niveau classique. Donc ça peut être sur des leaks, par exemple, Intelix.
Intelix, qui est un site qui répertorie pas mal de leaks différents. Ça peut être vachement utile en pentest pour voir s'il y a des informations confutées. La réutilisation de mots de passe également. Voilà. Donc là, passing fingerprinting. Alors, il y a du footprinting et du fingerprinting, de l'énumération et de la reconnaissance et de l'information gathering. Vous voyez, il y a beaucoup de termes qui veulent euh, plutôt dire la même chose. Donc là, par exemple, ici, il nous donne un autre exemple qui est de rechercher sur des forums des informations qui sont publiques. Par exemple, si jamais on target une entreprise qui fait du développement web, peut-être qu'il y a un développeur qui a posé une question sur Stack Overflow. Et s'il a posé la question sur Stack Overflow, il a peut-être donné des informations supplémentaires sur les technologies qui sont utilisées. Et ça peut nous aider fortement, par exemple, s'il y a un CMS en particulier qu'ils utilisent en interne, ce genre de choses. Ça peut vraiment être intéressant. Pareil, s'il y a des informations marketing, par exemple sur les technologies de vendeurs populaires. Tinai, donc là par exemple, si on veut faire de la reverse image, pardon, je n'arrive pas à parler, reverse image search, si vous chercher des informations, par exemple si on a un logo d'organisation et qu'on veut savoir, on veut savoir à qui elle appartient, ce genre de choses. Bon, là aussi, on parle de l'actif. On en parlera plus après, mais par exemple, envoyer si jamais on veut détecter un WAF. Donc voilà. Là, c'est directement envoyer des paquets au serveur à la sécu. Donc là, on parle de trucs financiers, individuels. Donc là, si on veut plus les employés, si on veut plus focus les employés. Donc là, oui, c'est vraiment vraiment de l'OSINT à proprement parler. Sur les réseaux sociaux, sa présence sur Internet. Voilà, bref. Ensuite, Humint. Humint, qu'est-ce que c'est? C'est Human Intelligence. Donc c'est à peu près pareil, c'est lié un peu à de l'OSINT, sauf que là, on va vraiment se baser sur les humains. Et ça touche beaucoup plus le social engineering. Donc là, ça rentre vraiment plus en compte dans un phishing ou bien un red team, où on va essayer de focus les personnes qui sont importantes à l'entreprise. Les PDG, les personnes qui ont des rôles importants ou qui ont des accès particuliers. On peut aussi, par exemple, focus des partenaires qui auraient un accès privilégié à l'entreprise sans passer directement par l'entreprise. Donc là, on peut voir par exemple s'il y a des caméras qui sont accessibles directement depuis Internet, via des adresses IP qui ne seraient pas protégées. Ça pourrait nous donner un visuel par exemple sur l'intérieur de l'entreprise. Là, on va parler de footprinting, donc encore une fois, External Information Gathering. Voilà, donc ça c'est récolter des informations qui sont externes à l'entreprise, à l'organisation. Alors on a encore de la reconnaissance passive. Voilà, vous voyez, eux, ils disent que footprinting et en fait reconnaissance, c'est à peu près la même chose. Ils font pas trop la différence entre les deux. Donc ça c'est propre à chacun. Et par exemple, les enregistrements Wiz, ça permet de potentiellement nous savoir qui est enregistré à qui, quelles IP ont été utilisées. Donc voilà. Là, c'est passif. Pourquoi? Parce qu'on n'interagit pas directement avec la cible. On va utiliser un service qui, lui, va regarder dans les records DNS et revoir les informations au niveau du domaine, voir s'il y a des informations qui peuvent être sympas. Là, il nous parle de BGP aussi, qui est un protocole de routage dynamique qui nous permet d'avoir des informations supplémentaires, notamment sur les ISM. Bon, bref. Là, c'est encore un autre exemple. Et ici, on va parler du footprinting active. Là, dedans, il parle de port scanning. Donc, ça rentre vraiment dans la partie active, vu qu'on va directement interagir avec le serveur ou avec les machines, et on va leur envoyer des paquets. Quand on fait un map, on envoie directement les paquets à la cible et on attend la réponse. Donc là, c'est vraiment la partie active, et ça se fait principalement... Alors, on est obligé de le faire, on va dire, à peu près tout le temps, mais on va dire qu'en black box, ou on va dire en pentest classique, c'est pas grave, c'est pas important de se faire repérer. On peut envoyer Nmap à fond, tant que ça donne pas le réseau en face, il n'y a pas de problème. Mais le port scanning, c'est pas, on va dire, de se faire capter, de se faire détecter, c'est vraiment pas important en pentest, parce qu'en pentest, on n'a pas beaucoup de temps, et on est là pour remonter un maximum de vulnérabilité, donc de l'actif, ça n'a pas trop d'importance, c'est pas très grave. Par exemple, bon, Nmap, donc là on parle d'Nmap parce que c'est plus connu, mais voilà, network mapper, machin bidule. Le fait de faire du scan, c'est de l'actif. Par contre, évidemment, en red team, le scan, il faut qu'il soit le plus
on va dire, silencieux possible pour éviter de se faire repérer. Parce que si le premier jour, il y a directement la Blue Team en face détecte qu'il y a un scan sur le réseau, il risque de directement nous bloquer et ça va être difficile pour la suite du Red Team. Il y a aussi banner grabbing, donc là je pense que c'est beaucoup lié quand même au port scanning. C'est-à-dire que les services souvent ont des bannières, notamment si on se connecte directement sur FTP, on peut avoir la bannière FTP qui nous dit quelle version du FTP c'est. Donc là, il nous parle de FTP, ça marche avec SMTP, avec HTTP. Donc là c'est un peu comme du port scanning. Nmap, avec certaines options, nous permet de récupérer directement les bannières. Je crois que c'est le "-s grand V pour les versions, donc ça va directement récupérer les bannières des services. Et ça nous permet d'avoir des informations supplémentaires. Donc là, évidemment, c'est aussi actif puisqu'on interagit directement avec la cible. On peut utiliser aussi le protocole SNMP pour voir s'il y a des informations supplémentaires. Au niveau du DNS, on peut tenter de faire des transferts de zone pour voir s'il y a d'autres machines qui peuvent être enregistrées dedans. Voilà, il y a aussi du DNS, du brute force, Web Application Discovery. Donc là, on va directement faire du fusing, par exemple, sur l'application. Voir s'il y a des répertoires cachés, ce genre de choses. Voilà, là, pareil, virtualhost et énumération. Donc, on va voir si, par exemple, si on a un toto.com, voir s'il n'y a pas un virtualhost devant. Donc, www.toto.com, dev.toto.com, admin.toto.com, ce genre de choses. Ça aussi, comme on interagit directement avec le serveur, c'est de l'actif. Ici, il nous donne d'autres informations qu'on pourrait connaître au niveau de la cible. Par exemple, les versions, s'il y a des patchs qui sont déjà appliqués, et rechercher des applications web qui seraient vulnérables. Bref, c'est encore un autre exemple. Là, on nous parle encore de passive reconnaissance et de active reconnaissance, mais là, c'est fait, en l'occurrence, en interne. C'est-à-dire quand on a déjà accès à ça peut être fait par exemple pendant un pentest interne. C'est le cas, passive reconnaissance. Ici, il nous parle de packet sniffing, se mettre avec un Wireshark en plein milieu du réseau pour voir s'il n'y a pas des données en clair qui passent. Ça, c'est du passif, on n'interagit avec rien, on écoute juste, on écoute. Ça, c'est vraiment le mot important, c'est l'écoute au niveau du passif. Et on a tout ce qui est actif, où là, on va faire des requêtes, soit au niveau de l'Active Directory, soit au niveau des différentes infrastructures, de l'authentification, ce genre de choses. Donc là, on va interagir avec le système et ça va laisser des traces dans les logs. C'est important à dire, c'est que le passif, normalement, ça ne génère aucun log. Pourquoi? Parce qu'on ne fait rien en fait. On attend juste que l'information vienne à nous. Si l'information vient à nous, c'est qu'on n'a pas fait d'action pour générer la donnée. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais en passif, normalement, on n'a aucune possibilité de se faire péter vu qu'on ne fait pas d'action envers la cible. Alors que quand on est en actif, c'est qu'on va générer une connexion ou générer une interaction avec un système, avec une cible, avec quelque chose qui va faire qu'on va initier la connexion, on va envoyer des informations et en fonction de ce qu'on aura envoyé, on aura une réponse. Et du coup, comme on a envoyé des informations, il y a de très fortes chances que l'information soit stockée quelque part au niveau des logs. Et du coup, il y aurait des traces. Ici, il nous parle des mécanismes de protection voilà, en place. Donc, par exemple, chiffrer les données, ce genre de choses, avoir des antivirus, des stack heap protection au niveau des binaires. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et c'était, on va dire, la principale chose dont je voulais parler. On est déjà à 25 minutes de vidéo, c'est quand même pas mal. Alors, il y a d'autres outils également dont on n'a pas parlé, mais on est resté, on va dire, de manière assez théorique. On pourrait parler de Shodan. Shodan, qui est un très bon outil pour faire de l'énumération également, passive, puisque nous, on n'interagit pas directement avec la cible. Alors, là, je ne me suis pas renseigné, mais il faudrait voir. Parce que, en fait, Shodan, lui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site web qui répertorie plein d'informations concernant différents hôtes. Ça peut être des adresses IP, ça peut être les ports au niveau de ces adresses IP, des noms de domaine, des users, plein de choses comme ça. En l'occurrence, Shodan, c'est lui qui va directement faire les scans de son côté. Nous, on ne fait rien. Alors, est-ce que, du coup, le fait d'utiliser Shodan, c'est considéré comme de l'actif ou du passif? Moi, j'aurais tendance à dire du passif. Pourquoi? Parce que c'est Shodan qui fait de l'actif. Nous, en l'occurrence, on n'interagit pas directement avec la cible. Du coup, l'entreprise, si jamais on va sur Shodan, l'entreprise ne sait pas qu'on est allé voir des informations sur elle.
c'est Shodan. Alors je sais pas, je suis pas assez calé en Shodan pour savoir, mais peut-être que j'ai n'importe quoi. Toutes les 2 semaines, Shodan fait un scan sur les entreprises qu'il trouve, sur les adresses IP qu'il trouve, et il stocke les informations, et du coup, nous, on peut aller les visualiser à n'importe quel moment. Donc moi, Shodan, ce serait plus du coup du passif pour moi. Enfin, le fait d'aller sur Shodan, pour nous, ce serait du passif. Lui, en l'occurrence, il fait de l'actif, mais ça ne nous regarde pas. On pourrait parler aussi des Google Docs au niveau de l'OSINT, par exemple, pour trouver peut-être qu'il y a des sites, enfin des pages d'un site web d'une entreprise, donc de l'entreprise site, qui seraient indexées sur Google, mais qu'ils ne seraient pas directement accessibles depuis leur site web. Et du coup, les Google Docs, ça nous permettrait d'avoir ces informations-là. Alors, en l'occurrence, attention, si on fait une recherche sur Google, ça reste, on va dire, du passif, parce qu'on n'interagit pas directement avec la cible. Par contre, si jamais une fois qu'on a la liste de liens de l'entreprise, on clique dessus, ça devient de l'actif parce que on arrive sur le site web et du coup il y a une connexion qui se fait sur le site web et du coup au niveau, je dis beaucoup du coup, excusez-moi c'est un tic de langage, quand on arrive sur le site web, il y aura un log qui sera généré au niveau de la connexion de notre machine vers le serveur web et qui sera inséré au niveau des logs. Donc, quand on fait on va dire une recherche Google, ça reste du passif, mais dès qu'on interagit avec un lien, ça devient de l'actif. Pareil, je vous ai parlé brièvement d'Intelix en début de vidéo. C'est aussi un outil qui nous permet de faire de l'énumération d'emails et de mots de passe qui ont leak dans, par exemple, s'il y avait un ransomware qui a leak des informations, ou par exemple, RockU, c'est aussi des mots de passe qui ont leak de différentes failles. Je crois qu'il y avait alors je ne vais pas dire de bêtises, mais il y avait peut-être du Yahoo, il y a un moment, où il y avait beaucoup de mots de passe et d'adresses email qui ont leaké. Ben là, Intelix, c'est pareil, ça récolte toutes les informations concernant les leaks et ça les met à disposition. Alors, en tant que particulier, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'accès, mais en tant qu'entreprise, donc payé à l'année, je sais pas, je pense que c'est quelques milliers d'euros à l'année, on a accès à toute la base de données, à aussi des données qui sont directement accessibles via le dark web. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, ça peut être une source vraiment. Donc là, c'est du passif aussi, pardon. Passif, ça peut vraiment être une source d'informations assez gigantesque. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez compris un peu mieux le principe d'énumération. J'espère que je ne me suis pas trop embrouillé dans mes explications. Et il y a d'autres vidéos évidemment par la suite qui arriveront sur les différents aspects qui seront beaucoup plus techniques. Donc on parlera de manière technique des Nmap, même si j'ai déjà fait une petite vidéo dessus. On parlera des Google Docs, on va parler des leaks d'email, on fera aussi des vidéos sur Shodan, il y aura beaucoup de vidéos d'OSINT qui arriveront. Voilà. Donc là c'était vraiment la partie on va dire un peu plus high level, mais on parlera beaucoup plus technique dans la suite des vidéos. Prochaine vidéo, je pense, alors pas forcément la vidéo qui suivra celle-ci, mais la prochaine vidéo de la série pour apprendre le pentest, ce sera la prochaine phase. Et du coup, alors, parce que là on a parlé d'énumération, donc on a parlé un petit peu d'Nmap, je pense qu'on parlera d'exploitation. Après, le problème c'est que l'exploitation, pour faire quelque chose de vraiment high level, ça va être compliqué vu que c'est très technique. Et du coup, je verrai en fait si on parlera vraiment d'exploitation, si on ira directement sur du technique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dans les commentaires si la vidéo vous aura plu, si la vidéo vous a plu, et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se dit à la prochaine et bye bye.